L'amour authentique, un voyage vers la réciprocité. Ici, on va découvrir les secrets de vivre une vie amoureuse, épanouie. Je suis en train de penser aux épargnes. Épanouie, avec une approche systémique, psychanalytique, qui vient aussi avec des versets bibliques. Ici, on va chercher vraiment la sagesse des choses. On va essayer de vivre un petit parcours des transformations personnelles vers des relations authentiques et réciproques. L'essence de l'amour selon les différentes perspectives, on va voir ça aussi. On va voir dans la psychanalyse qui parle beaucoup de l'inconscient. On va voir de l'intelligence systémique qui parle des interactions, les dynamiques, les invisibles dans les conflits qui puissent arriver dans une relation, et aussi de la sagesse biblique. Moi, je suis croyante et je tiens à cœur vraiment de vous expliquer un peu plus de l'amour biblique aussi. L'amour qui on reçoit comme un don de soi, et c'est inconditionnel. C'est vraiment travailler sur la patience, sur la bienveillance, sur la construction mutuelle, dans la foi et dans l'espérance dans une relation. Donc ici, selon la définition psychanalytique de l'amour, on voit que l'amour authentique, il transcende le simple. C'est pas une simple attraction qu'on a envers l'autre. C'est pas un simple besoin de possession. Il s'agit vraiment d'un processus complexe où deux individus se reconnaissent et mutuellement ils sont en train d'essayer de vivre avec leurs histoires, avec leur dynamique inconsciente, avec leur contenu inconscient qui des fois dépasse les projections et les idéalisations dans la relation. Donc l'amour mature, il implique la capacité d'accepter l'autre dans sa totalité en incluant ses zones d'ombre, ses zones d'imperfection. Et c'est un travail constant qui dépasse vraiment tout ce qu'on peut attendre d'une relation, surtout dans nos jours, que tout le monde est en train de chercher la femme parfaite, l'homme parfait, parce que tout le monde sait absolument tout, vu qu'on est dans un monde où il y a des informations de trop, et tout le monde sait quoi trop savoir, mais la plupart des gens oublient d'une chose essentielle, qui c'est de réapprendre à sentir, à ressentir. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui vient de l'âme. C'est pas quelque chose qui vient du mental. Il y en a le mental tellement et fortement perturbé qu'on n'arrive plus à sentir. Et quand on arrive à cet état-là, tout se transforme dans un mécanisme. Et ici, on va voir les mécanismes de défense, on va voir les ouvertures des vulnérabilités qui peuvent être partagées dans une relation, qui devraient être partagées dans une relation, mais dans la plupart des cas, malheureusement, dans nos jours, ne l'est pas. Donc, l'amour dans l'optique systémique, on voit la communication, c'est un échange authentique, l'écoute profonde des choses. Et quand je parle d'écoute profonde des choses, je suis pas tout simplement en train de parler des paroles. Je parle vraiment d'écoute du corps, du sentiment, du regard, de l'approche. On va voir aussi l'équilibre, l'harmonie entre donner et recevoir, parce que il y a des couples qui sont en train de se détruire parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'il faut avoir un équilibre là-dedans aussi, respecter le temps de chacun d'entre eux pour pouvoir évoluer et avancer ensemble. La connexion, c'est ces liens profonds au-delà des apparences, et la croissance, l'évolution mutuelle et la transformation qu'on peut vivre ensemble dans un couple. La vision biblique de l'amour, c'est vraiment celle qui romantise un peu. C'est le côté romantique, j'aime dire, parce que c'est l'amour qui est bon, c'est l'amour qui est patient, c'est l'amour qui transforme, c'est l'amour qui n'a pas d'orgueil. C'est vraiment la pureté. On parle du côté pur de l'amour. L'amour de la Bible me fait fort penser à l'amour d'un enfant qui n'a pas, qui n'a pas encore ses regards de se méfier, il n'a pas encore l'insécurité, il a juste envie d'aimer, il a juste envie d'être, il a juste envie d'être aimé. Donc la Bible me rappelle vraiment ça. La Bible, elle nous enseigne que l'amour véritable est un acte de volonté.
c'est plus qu'un sentiment, tout ça. C'est pas tout simplement sentir, c'est pas tout simplement les papillons dans le ventre. C'est vraiment vivre ça. C'est vraiment la volonté autant que sentiment. C'est cette transformation qu'on peut vivre et qui se manifeste par la patience, par la bonté, par l'humilité, par le pardon, hein, mesdames et messieurs, par le pardon. Il y a un tas de personnes qui ont vraiment du mal avec ça, à pardonner. Et c'est une conception qui nous invite à voir l'amour comme un engagement profond envers le bien-être de soi et aussi le bien-être de l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais c'est hyper connu, les 5 langages de l'amour. Et ce sont quoi les 5 langages de l'amour? Si vous ne connaissiez pas encore la vôtre ni celle de votre partenaire, ici c'est le moment de découvrir ensemble avec moi. La première, c'est les paroles valorisantes. C'est cette personne qui a besoin du complément, qui a besoin d'être encouragée, qui a besoin des expressions verbales, qui a besoin d'affection qui nourrissent l'estime de soi. Et ça, elle arrive à en avoir parmi les paroles valorisantes. Il faut donc souvent lui donner un compliment, l'encourager, exprimer. Le verbal compte beaucoup pour les personnes qui ont cet langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Et puis après, la deuxième, c'est les moments de qualité. C'est cette personne qui adore, qui aime vivre du temps exclusif partagé avec l'attention pleine et avec la présence authentique. Vraiment être entière à chaque moment. Ça, pour cette personne qui a cet langage, vivre des moments comme ça, c'est vraiment la preuve d'être aimé et d'aimer. Puis après, il y a la troisième langage de l'amour qui se passe avec le cadeau. Elle aime bien donner des cadeaux et recevoir des cadeaux. Pourquoi elle donne beaucoup de cadeaux? Parce que elle aime bien recevoir des cadeaux. C'est ça langage à elle. Donc des fois, vous avez à côté de vous quelqu'un qui vous apporte souvent un petit cadeau, un geste. Et c'est vraiment sa langage, c'est vraiment la manière dont elle a trouvé de vous montrer qu'elle vous aime. Donc, elle aime bien ces présents symboliques. C'est comme si chaque présent témoigne l'attention de la considération portée à l'autre. La quatrième langage, c'est le service rendu. C'est celle qui, parmi ses actions concrètes, elle facilite la vie de l'autre en lui démontrant l'amour par ses actes. C'est cette personne qui va toujours faire quelque chose pour toi. Elle va toujours t'épargner de quelque chose, te rendre un service pour rendre ta vie plus facile selon son regard à elle. Et donc, c'est cette langage, service rendu. Peut-être c'est vous, peut-être c'est la personne à côté de vous, mais les services rendus, c'est aussi très commun. Chacune d'entre ces langages sont communs. Et puis après, il y a le toucher physique. La cinquième langage, c'est le toucher physique. C'est le contact physique, c'est la bienveillance qui explique, qui exprime, qui apporte cette tendresse, qui donne ces réconforts. C'est vraiment une connexion très intime. Les personnes comme ça sont vraiment logiques. Elle adore être collée, elle adore être vraiment en contact avec vous. Et ici, on va voir alors, une fois qu'on connaît les 5 langages de l'amour, paroles valorisantes, moments de qualité, cadeaux, services rendus et toucher physique, on va maintenant comprendre l'essentiel, qui c'est le lien entre les blessures d'enfants et les langages de l'amour. Pourquoi? Parce que nos langages de l'amour ne sont pas de préférence aléatoire. Il a une raison d'être, mais des réponses adaptatives à nos blessures émotionnelles d'enfance. Ce que ça veut dire, c'est que chaque langage représente souvent la tentative de guérir une carence ou un traumatisme spécifique vécu pendant notre développement. Et c'est souvent pendant notre enfance. Donc, comprendre ça, la liaison entre votre langage de l'amour et votre blessure émotionnelle va vous ouvrir un autre monde des possibilités pour pouvoir mieux communiquer et mieux comprendre
votre partenaire et à soi-même et votre partenaire et à votre partenaire aussi. Parce que comprendre cette connexion, hein, de blessures et des langages et de langage de l'amour nous permet de transformer nos besoins en outils de croissance mutuelle plutôt qu'en dépendances émotionnelles. C'est ce qu'on voit de plus. Une personne qui est dépendante de l'autre pour vivre. C'est comme si tous les actes de mon partenaire interviennent de manière tellement profonde dans ma vie que je n'arrive plus à rien faire sans pouvoir passer par lui. Et parler comme ça a l'air très manipulateur et tout ça, mais dans des cas, il y a rien de manipulation, il y a juste une grosse dépendance émotionnelle qui est installée et vous pensez que c'est ça aimer et vous pensez que c'est ça vivre à deux, mais ce n'est pas ça du tout. Donc si les paroles valorisantes, on va voir chaque langage de l'amour et chaque blessure émotionnelle. Donc ici, les paroles valorisantes communiquent la blessure du rejet. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as le langage de l'amour, paroles valorisantes, ta blessure émotionnelle, c'est la blessure du rejet. Vous êtes en train de me suivre? Donc chaque langage de l'amour a une blessure émotionnelle. Le langage de l'amour, parole valorisante, est la blessure émotionnelle du rejet. La blessure émotionnelle originelle, c'est vraiment c'est manque de reconnaissance parentale. C'est la personne qui s'est sentie ou bien elle a interprété un tas de situations avec ses parents ou les personnes qui ont pris soin d'elle en ressentant ça, ces manques de reconnaissance parentale. C'est comme si elle avait des parents qui étaient là mais n'étaient pas là émotionnellement dit, ou elle était vraiment mise à part, mise à côté, a grandi dans un orphelinat, etc. Donc c'est cette personne qui a été critiquée constamment, qui avait toujours quelqu'un pour la critiquer, pour la rabaisser. C'est quelqu'un qui a vécu dans le silence. Il n'y avait pas assez de feedback, il n'y avait pas assez de direction. C'est quelqu'un qui a vécu une absence de encouragement. C'est pour ça que dans la vie adulte et dans toutes ses relations, elle manifeste ses besoins d'entendre des paroles valorisantes. Donc, ce n'est pas par hasard que ça langage de l'amour soit les paroles valorisantes. C'est son histoire à elle et la manière dont elle interprétait sa vie et son histoire qui a fait que aujourd'hui elle manifeste et vit ses relations avec la langage de paroles valorisantes. Vous êtes en train de me suivre? Donc c'est très important de comprendre ça. Comment les langages de l'amour de quelqu'un dévoilent sa blessure émotionnelle aussi. Ça ouvre d'autres possibilités pour mieux vivre ensemble avec cette personne. Donc c'est une personne qui a été fortement comparée de manière défavorable à d'autres. C'est cette personne qui a eu le besoin compensatoire, qui a toujours été dans la recherche des validations externes, qui est toujours comme ça, qui a cette hypersensibilité aux mots. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré constamment. C'est quelqu'un qui a peur du jugement, qui a peur de la critique. Pourquoi? Parce que son histoire, c'était vraiment un manque de reconnaissance, c'était vraiment recevoir des critiques constantes, c'était vraiment du silence, d'absence d'encouragement, des comparaisons défavorables tout le temps. Donc, elle est devenue comme ça. Elle est toujours à la recherche des validations externes, elle est toujours hypersensible aux mots, elle a toujours ses besoins d'être rassurée constamment et elle a toujours la peur du jugement, de la critique, et ce qui privilégie les paroles valorisantes porte souvent la blessure du rejet verbal. Donc, ils ont besoin d'entendre à leur valeur, entendre en voix haute leur valeur pour pouvoir cicatriser ces anciennes douleurs. Donc, si vous ressentez que vous êtes cette personne, commencez à regarder à votre histoire de manière beaucoup plus profonde. Mais tiens,
Je ne suis pas comme ça. Je suis devenue comme ça à cause de tout ce que j'ai entendu. Donc, cela veut dire que ça, ce n'est pas une plaquette qui définit qui j'y suis. Je peux vraiment me transformer à partir de cette information-ci. Et si vous avez un partenaire à côté de vous qui est comme ça, qui a besoin toujours d'avoir des paroles valorisantes pour pouvoir se sentir aimé, apprécié, donnez-lui. Mais pas seulement affirmer à chaque fois, mais lui faire comprendre aussi qu'il lui-même, il peut faire ça pour lui. Il peut faire ça pour soi. La personne elle-même, on peut, si on sait que ça, si on sait que, si je sais que ma langage émotionnel, ma langage de l'amour est les paroles valorisantes, je sais aussi que ma blessure émotionnelle est celle du rejet. Donc, je veux chercher à revivre, à revoir tous mes histoires et mes moments où je me suis sentie rejetée, où je me suis sentie abandonnée, où je me suis sentie, rejet et abandon, c'est encore deux choses différentes. C'est vraiment où je me suis sentie rejetée, critiquée, euh, où je me suis sentie seule, il y avait personne pour m'encourager et où j'ai été fort comparée avec d'autres, mais de manière défavorable, en disant toujours ah t'es pas capable, tu ne peux pas le faire, t'es vraiment idiot, t'es vraiment imbécile, t'es vraiment... Tu sais, des fois les parents on entend ça parce qu'ils sont vraiment dans l'énervement de ne pas pouvoir gérer la situation et ne pas savoir quoi dire ou quoi faire, qui dans l'explosion des émotions à ces moments-là, ils sortent des paroles, des mots qui blessent pour toute une vie, mais on ne s'y rend pas compte parce que si c'est de manière répétitive, massive, on finit par croire que voilà, au fond, je suis qu'une idiote, que je sais vraiment le faire. Ma mère avait raison. Vous verbalisez pas ça, mais c'est ça que vous ressentez au fond de soi. C'est pas quelque chose que tu vas avoir le courage de l'admettre, mais au fond, inconsciemment, c'est ça qui vous portez en vous. Et c'est pour ça que vous avez tout le temps besoin d'avoir et d'entendre des paroles valorisantes. Donc, c'est tout un travail à faire chez vous et dans le couple, pour pas que ça soit lourd ni pour un et ni pour l'autre. Si vous avez tous les deux le langage des paroles valorisantes, ça devient vraiment super lourd parce que vous êtes tous les deux en train d'attendre que l'autre donne plus de compliments, plus d'attention, plus d'encouragement. Ça devient épuisant à la fin. Et comprendre ça, ça rend la tâche beaucoup plus simple, plus facile. Puis après, on va vers la deuxième langage émotionnel, langage de l'amour, qui c'est celle-ci, le moment des qualités qui met un lien à la blessure d'abandon. Qu'est-ce que ça veut dire? Si votre langage de l'amour, c'est le moment de qualité, vous portez alors la blessure d'abandon. C'est quelque chose de concret, de unique, c'est comme un diagnostic? Non, pas du tout. Ça se peut que dans une relation, vous manifestez la blessure d'abandon. Et dans d'autres relations, vous manifestez la blessure du rejet. Ça dépend vraiment des relations avec qui vous êtes en train de vivre et de manifester tout ça. Ça se peut que près de ma mère, je manifeste toujours la blessure de l'abandon. Donc, je me porte comme ça à côté d'elle. Mais à côté de mon partenaire, j'ai besoin de moments de qualité parce que je veux guérir cette blessure d'abandon. La blessure du rejet avec maman, par exemple, et la blessure d'abandon avec le partenaire. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? C'est pas que vous avez qu'une seule blessure et qu'une seule langage de l'amour. Dans chaque relation, ça dépend de la relation, parce que je parle ici, c'est pas que des relations, c'est pas dans les contextes que des relations amoureuses. Je parle souvent des couples parce que c'est ça que j'ai de plus en face. Mais il faut prendre en considération toutes les relations qu'on a dans notre vie. C'est pas parce que dans votre couple, vous avez le langage de l'amour, moment de qualité, et vous manifestez la blessure de l'abandon, c'est pas parce que dans votre couple vous avez ça, qui vous allez avoir la même communication ou manifestation
dans la relation avec votre famille, par exemple, avec votre maman, avec votre papa, vos frères et sœurs, vos collègues au travail. Donc, ça dépend le moment où là où vous êtes, avec qui vous êtes, on peut bien évidemment manifester d'autres besoins, d'autres langages et d'autres blessures. On peut avoir les 5 blessures et les 5 langages, tout dépend de quelle relation il s'agit. Ici, je parle en mode couple pour vivre un amour authentique et réciproque, mais il faut comprendre ça. Dans d'autres relations, on peut manifester et avoir d'autres langages et d'autres blessures. Donc ici, si dans votre relation, vous êtes celle qui a besoin des moments de qualité, ta langage émotionnel, c'est le moment de qualité, ça veut dire que vous êtes en train de manifester la blessure de l'abandon. Et c'est quoi la blessure de l'abandon? C'est vraiment le besoin intense des moments de qualité. C'est vraiment l'envie qui révèle souvent une blessure d'abandon qui procède de l'enfant qui a vécu l'absence psychique ou émotionnelle de ces figures d'attachement et de développement. Et c'est ça qui a causé cette soif profonde de présence, d'authentique, de moments de qualité uniques et inoubliables. Donc cette blessure se manifeste par la peur d'être laissé de côté. Donc là, vous avez le besoin d'attention exclusive pour soi. La difficulté de supporter la solitude est souvent là aussi. Vous avez le temps partagé comme quelque chose qui devient alors un médicament pour votre âme. Et ça vous fait oublier que voilà, j'étais blessée un jour. Donc, c'est vraiment ça que cet langage, moment de qualité et cette blessure, elle communique. Dans ces cas-ci, ici j'ai sauté déjà à l'autre blessure. Dans ces cas-ci, il faut vraiment ressentir, voilà, pourquoi je veux absolument vivre ces moments de qualité. Est-ce que c'est vraiment mon besoin ultime de ma vie d'aujourd'hui, basé sur ce que je veux réellement, ou c'est vraiment dans c'est vraiment dans le sentiment du vide. Est-ce que je ressens derrière cette envie un vide que j'ai absolument envie de combler, et pour ça, j'ai besoin que l'autre me donne plus d'attention, me donne plus de moments de qualité. À soigner, à voir et à revoir en séance individuelle en thérapie, certainement. Et si vous avez un partenaire à côté de vous qui vous demande beaucoup d'attention et énormément de moments de qualité, il faut comprendre, oui, c'est ça, c'est le langage de l'amour. Et certainement, il porte aussi la blessure de l'abandon. Donnez-lui beaucoup d'attention, mais faites-lui comprendre aussi que la blessure de l'abandon, elle va être guérie. Je dirais pas disparaître, parce que chaque blessure ne disparaît jamais. À chaque moment, à chaque phase de notre vie, de nos relations, elle peut se manifester à nouveau pour nous apprendre quelque chose de nouveau ou pour nous rappeler de quelque chose de très important qui a besoin d'un peu plus d'attention, qui a besoin encore de guérison. Donc, c'est pas qu'elle va disparaître, mais elle va être soignée. Ça va être plus léger, ça va rendre les relations plus légères. Donc, il faut regarder vraiment au miroir et se demander à quel moment je me suis sentie abandonné. Et tout être humain a déjà eu ces sentiments, ces ressentis dans la vie. Pourquoi? Parce qu'au moment de la naissance même, le moment qu'on vient au monde, on ressent déjà l'abandon parce qu'on sort de cet endroit cosy, protégé qu'est le ventre de la maman, et on est lâché dans le monde avec la lumière, avec avec le froid, avec la température qui est différente, avec d'autres mains qui vous touchent. C'est quelque chose d'envahissant qui cause peur et qui nous donne le ressenti d'abandon. Donc, on peut, nous tous, manifester la blessure de d'abandon un moment ou l'autre de notre vie. Et ça, c'est tout à fait naturel. Il faut vraiment identifier qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que je veux vraiment ça aujourd'hui, vivre ces moments de qualité intense, d'attention intense, parce que c'est vraiment mon besoin à ces moments, ou je suis en train de combler un vide du passé
qui a besoin de guérison, qui a besoin de plus d'attention et qui a besoin d'être traité réellement pour rendre mes relations plus légères. Et puis après, on va passer à la langage d'amour, les cadeaux. Les cadeaux. Le langage d'amour cadeau, c'est la personne qui aime bien recevoir des cadeaux. Et automatiquement, elle donne aussi des cadeaux parce que c'est sa manière de communiquer l'amour. Cette personne, elle porte la blessure de l'injustice. C'est la personne elle a vraiment ses besoins matériels. Elle a eu dans son enfance vraiment un manque de ressources, un manque de distribution équitable dans l'enfance. Il a manqué des choses. Elle voyait pas le matériel stable. Il a manqué tout ça. Donc, elle a dû vivre des comparaisons vraiment douloureuses des gens qui avaient et d'elles qui n'avaient pas. Des gens qui pouvaient l'avoir et d'elles qui ne pouvaient pas avoir du tout. Donc, elle a reçu moins que les autres. Ça, c'est la façon dont elle a interprété sa vie, a interprété les choses. Ça ne veut pas dire que ça a été vraiment comme ça parce que, tu sais, autant qu'enfant, on interprète la vie de manière tout à fait différente qu'un adulte, mais c'est là les registres qui marquent toutes nos vies et qui guident tous nos ressentis pour toute une vie. Donc, il faut rechercher la manière dont vous avez interprété votre histoire et tout ce que vous avez vécu. Parce que on peut avoir deux histoires différentes. On peut avoir Bénédicte qui a tout eu et même qu'elle avait tout autour de soi, même qu'elle avait des ressources, sa famille avait des ressources, elle recevait des choses, elle avait tout ce qu'il fallait pour bien vivre. Elle se sent dans cet endroit où il y a de l'injustice parce que verbalement et matériellement, elle ressentait, elle a interprété que son cadeau était moins important ou plus petit que de son frère et de sa sœur, par exemple, ou de sa cousine. Que tous les fêtes de Noël, son cadeau était plus petit, était différent. C'était pas vraiment ce qu'elle attendait, c'était pas vraiment ce qu'elle méritait. Donc elle a eu, mais dans sa tête d'enfant, c'était pas assez. Pour elle, ça n'était pas assez. Donc, elle va interpréter ça comme une injustice. Et on peut avoir aussi l'histoire de, on va dire, Rachel. Elle a vraiment rien eu du tout. Elle a vraiment été dans une école, par exemple, où toutes ses copines avaient tout ce qu'il fallait pour aller à l'école, avaient des nouvelles baskets, avaient des nouveaux habits, portaient des marques meilleures, avaient la tendance des jeux du moment. Et elle ne pouvait pas avoir parce que ses parents n'avaient pas le moyen de l'offrir. Donc là, il y avait une comparaison où elle a interprété et ressenti de manière forte et profonde que c'était pas juste du tout. Donc ça dépend de la manière dont on a interprété les choses autant qu'enfant et comment ça nous a marqué de manière tellement profonde qui fait qu'aujourd'hui, autant qu'adulte, on manifeste le besoin de avoir des cadeaux, de voir le matériel, de toucher des bons cadeaux et de vivre des moments où il y a le partage des cadeaux. Et c'est devenu super important parce que dans notre vie adulte, qu'est-ce qu'on fait? On a cette absence de reconnaissance. Donc, on a besoin de matérialiser ce qu'on mérite. Donc, c'est comme si tout ce que tout ce que tu mérites, n'est pas reconnu. Donc, il faut un cadeau. Il faut des efforts. C'est des efforts non compensés. Et ça se comble par des cadeaux. Et c'est la personne aussi, tu es devenue la personne aussi qui a besoin des preuves tangibles des choses. Tu as besoin vraiment d'une matière. Tu as besoin des signes concrets d'amour et d'attention. Et ça se passe avec les cadeaux. On va à la prochaine langage de l'amour qui c'est celle de service rendu.
La langage de l'amour de service rendu communique la blessure de l'humiliation. Je prononce bien? La blessure de l'humiliation. La blessure de l'humiliation, c'est donc voilà, la langage d'amour, service rendu. C'est la personne qui aime bien te rendre un service, rendre ta vie plus simple, plus facile. Elle va toujours faire quelque chose pour toi ou pour ton environnement, pour que ta vie soit plus simple, soit plus fluide. Elle veut t'aider, elle veut te rendre des services. Ça la comble à quelque part. Ça communique fortement la blessure de l'humiliation. Ceux qui valorisent les services rendus portent souvent cette blessure. Pourquoi? Parce que dans l'enfance, ils ont pu être ridicularisés. Ils ont pu être diminués pour leur, on va dire, maladresse, par exemple, leur tentative d'aide, leur besoin légitime. Et le besoin d'être aidé concrètement traduit le désir profond d'être considéré comme digne d'attention et de soins. Et les actes de service deviennent alors la preuve tangible qu'ils méritent d'être soutenus et valorisés aussi. Donc, la personne qui veut rendre service, qui veut absolument faire, tout ce qu'elle faisait tant qu'elle était petite n'était pas assez, n'était jamais bon, n'était jamais suffisant. Il avait souvent des remarques. Il n'y avait pas le bravo, super, c'est magnifique. Et, et après, mais il faut juste améliorer ça. Non, il n'y avait pas cet équilibre. C'était vraiment, oh, c'est ridicule, ça sert à rien. Arrête avec ça. Pourquoi tu fais ça? Tant qu'il, l'enfant, il était juste en train de montrer ce qu'il sait faire de mieux ou de partager quelque chose qu'il tenait à cœur de partager. Et à ces moments-là, il était ridicularisé. À ces moments-là, il n'était pas pris en compte. À ces moments-là, les gens autour de lui n'ont pas pris en compte le besoin qu'il avait de partager cela, de vivre ces moments-là, d'être accueilli de manière différente, plus aimable, plus accueillante tout simplement. Donc là, il grandit et autant qu'adulte, il a besoin d'éprouver, il a besoin d'être considéré, il a besoin de montrer que tout ce qu'il fait est bon, que tout ce qu'il fait peut vraiment aider, peut vraiment changer la vie de l'autre, parce qu'il est là pour aider, parce qu'il peut bien le faire, parce qu'il veut tout simplement guérir tout ce qu'il a entendu tant qu'il était petit. Il veut offrir, mais il veut aussi recevoir ça. Et c'est ce qui se passe souvent. Par exemple, une personne que a le langage d'amour cadeau, qui est ensemble avec quelqu'un qui a le langage d'amour service rendu, il y a à chaque fois un conflit parce que à chaque fois, la personne service rendu, on va dire ça comme ça, a besoin d'être soutenue. Qu'est-ce qu'elle demande à l'autre? Elle demande que l'autre lui fasse un service qui puisse rendre sa vie plus facile à ces moments-là. Et qu'est-ce que l'autre personne, elle le fait? Elle apporte un cadeau. Mais pour les services rendus, un cadeau, ça va rien changer du tout. Ça va causer encore un conflit beaucoup plus grand parce que ça communique pas. Elle voulait juste un service, elle voulait pas un cadeau. Donc tu penses quoi? Tu penses que ton cadeau va combler le service que j'en ai besoin? Mais non, pas du tout. Sois là, faites ça pour moi. Et tant que l'autre, elle est en train de, mais j'ai tout donné, je t'ai fait un cadeau de tout cœur et tu vois, donc il y a des conflits à cause de ça. Il faut vraiment pouvoir comprendre sa langage, comprendre sa blessure pour comprendre encore de manière plus sensible le langage de l'autre et la blessure de l'autre aussi. Parce que tout ça se communique dans la vie quotidienne et des fois on cause des conflits, on vit des conflits qui n'ont pas le lieu d'être, tout parce que on ne comprend pas le langage de la blessure, tout ce qui joue derrière ces conflits, cette situation. Donc c'est super important à regarder tout ça. Donc voilà, ça c'était les services rendus et la blessure de l'humiliation. Maintenant, on va parler le dernier langage de l'amour, qui c'est le toucher physique, et la dernière blessure émotionnelle, qui c'est la blessure des trahisons. Donc là,
la blessure des trahisons et le langage de l'amour touché physique, qu'est-ce que ça dévoile? Ça dévoile qu'il y a eu, dans son histoire, dans sa vie, un manque de contact très important. Il y a eu une absence de tendresse physique pendant son enfance. Et là, ça a créé cette sensation, ces sentiments profonds de que la personne a besoin d'être nourrie, d'être touchée, d'être sentie, d'être aimée par le toucher. Donc là, c'est comme si je vais donner un exemple, ça va être plus simple. C'est comme si la personne, elle a eu, par exemple, une maman très distante. Une maman qui, dû son histoire, elle n'avait pas l'habitude de faire des câlins, de toucher la peau, de dire, oh, qu'est-ce qui était belle, qu'est-ce qui était gentil, ma chérie, de faire des bisous, de la prendre dans ses bras, de regarder dans les yeux et te dire, je suis là, ma chérie d'amour, de te dire, de te sentir, de te prendre à bras, de te faire des câlins vraiment, que la personne puisse se sentir aimée. Elle n'a pas eu tout ça de personne. Et c'est souvent quand on n'a pas eu ça de nos parents qu'on va chercher ça ailleurs, qu'on va chercher ça dans le vide, dans le monde. Et c'est quelque chose que personne va pouvoir combler. C'est vraiment à nous d'apprendre à s'accueillir, à nous d'apprendre à se guérir, à se regarder au miroir et se dire, écoute, maman, je te pardonne de ne pas avoir me donné autant de toucher, autant de câlins que j'ai jugé mériter. Aujourd'hui, je me donne tout cela. J'apprends à me donner tout cela. J'ai pas besoin d'un autre. Je n'ai pas besoin d'obliger à l'autre d'être collé à moi tout le temps. Je sais équilibrer ça aujourd'hui autant qu'adulte. Donc tout ça, c'est tout un processus à vivre pendant un traitement thérapeutique. C'est vraiment à en parler. Donc, la personne qui a le langage de l'amour, touché physique et la blessure émotionnelle, trahison automatiquement, c'est quelqu'un qui a soit vécu ça, ces manques de contact physique avec les personnes qu'elle a plus aimées dans sa vie, donc les parents ou les personnes qui ont pris soin d'elle tant qu'elle était petite ou jusqu'à son adolescence, ou bien ça peut être aussi la personne qui a eu une violation des limites, une personne qui a vécu des traumatismes qui ont été créés par une relation complexe avec l'intimité physique. Par exemple, quelqu'un qui a vécu un abus, qui a été abusé physiquement ou même sexuellement. Quelqu'un qui a été abusé d'une manière ou d'autre et ça a cassé, ça a violé les limites et là, elle a besoin que ça soit comblé par la tendresse extrême, par la présence réelle, par le toucher aimable. Ça, c'est comme un réconfort qu'elle cherche en manifestant le langage de l'amour touché physique. Et ça peut être aussi la personne qui a ce besoin intense de sécurité, qui recherche du contact physique, qui puisse rassurer, qui confirme la connexion émotionnelle. Et c'est souvent la personne qui n'a pas eu la présence d'un papa, par exemple. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, la présence d'un papa, la présence du masculin? Elle apporte automatiquement ça. Elle te donne automatiquement ça, le sensation, le sentiment d'être en sécurité, d'être protégé, aimé par la protection, par la sécurité. Et quand il y a eu le manque d'un papa, la présence d'un papa, la protection et la sécurité d'avoir un papa à côté, elle va être toute sa vie à la recherche d'un contact physique qui rassure, qui confirme, qui connecte, qui montre pas que physiquement qu'il est là, mais aussi émotionnellement. Ce n'est pas le physique, ce n'est pas la posture, c'est vraiment le côté connexion, le côté émotionnel. Donc, elle aura le besoin de ça. On est arrivé à la cinquième et dernière langage d'amour et blessures émotionnelles. Ici, il faut comprendre comment les blessures, elles fonctionnent quand on parle de nos besoins. Il y a toujours la blessure de l'enfance, les besoins émotionnels, le schéma relationnel qui était créé et le langage d'amour.
tout ça lié, une fois qu'on comprend le langage de l'amour, on va comprendre aussi que le langage d'amour émerge comme des stratégies de survie émotionnelle. Et l'enfant blessé développe des antennes, on va dire que ça comme ça, particulièrement sensibles aux signes qui pourront être cicatrisés, sa douleur originelle. Donc c'est vraiment une communication entre la blessure d'enfant, les besoins émotionnels, le schéma relationnel qui s'est créé et le langage de l'amour. Donc ici, tu peux identifier ta langage d'amour principal, on va dire, parce que on peut avoir, comme je vous déjà expliqué, on peut avoir plusieurs langages dans différentes relations. Donc on va identifier c'est quoi ta langage d'amour principal. Et pour ça, il va falloir observer vos réactions, observer qu'est-ce que vous blesse le plus dans une relation. Il faut vraiment s'arrêter et répondre à cette question. Je vous conseille vivement de prendre un papier, de prendre un bic et vous répondre à ces questions. Qu'est-ce que vous blesse le plus dans une relation? Qu'est-ce que vous touche profondément et vous blesse de manière profonde dans une relation? Ça, c'est la première question à se poser, la première observation à faire. Et puis après, il faut aussi identifier votre expression. Comment vous vous exprimez? Comment vous vous exprimez naturellement votre amour, votre manière d'aimer? Comment est-ce que vous exprimez? Vous exprimez comment votre amour? Une fois que vous trouvez ces réponses-là, ça va claircir encore un peu plus votre langage d'amour et votre blessure émotionnelle automatiquement. Et puis après, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut analyser vos demandes. Analysez vos demandes. Qui demandez-vous le plus souvent à votre partenaire? Est-ce que c'est un moment de qualité? Est-ce que c'est un cadeau? Qu'est-ce que vous demandez le plus à votre partenaire, à la personne qui est à votre côté? Il faut répondre à cette question aussi. Si besoin, si vous êtes en train de voir ceci enregistré, si besoin, mettez une pause pour bien répondre à votre aise, pour trouver la bonne réponse. Et la prochaine question, c'est reconnaître vos manques. Et pour reconnaître vos manques, il va falloir vous demander qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans votre enfance. C'était quoi le manque qui vous a marqué? C'était le manque de quoi? C'était un manque matériel? C'était un manque de cadeaux? Un manque de quelque chose matériel? C'était un manque émotionnel? C'était un manque de confiance? Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que vous a manqué le plus dans votre enfance? Et là, vous allez rassembler ces réponses et trouver enfin donc c'est quoi votre langage d'amour et automatiquement c'est quoi votre blessure émotionnelle. Qu'est-ce qu'il faut guérir à ces moments dans votre vie et dans vos relations pour que vous puissiez vivre une vie, un amour authentique avec des relations réciproques, équilibrées et saines. J'espère que ces cours a été utile et que vous avez trouvé un tas de réponses. Et je vous vois dans la prochaine vidéo, dans le prochain cours, qui j'ai hâte déjà de partager la continuation de tout ça avec vous. Grand merci et à la prochaine!